Lundi 25 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 13h. Voici le sommaire. La révolution numérique au Bénin de 2016 à 2024, retour dans ce 13h sur les grandes lignes des réformes du PAG pour la modernisation de ce secteur clé. Ce lundi, le dossier économie s'intéresse aux enjeux de la transformation locale du coton, l'or blanc et l'industrie textile, un des chantiers qui va booster la croissance économique du Bénin. CISA Event Marrakech 2024, des personnalités béninoises y ont été distinguées. La Côte d'Ivoire et le Togo ont également été honorés. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce journal. Depuis 2016, le Bénin amorce un nouveau pan de sa révolution numérique. Dans le PAG, l'exécutif a prévu des réformes pour moderniser ce secteur clé. Que retenir de 8 années de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le secteur du numérique? La ministre du Numérique a répondu à la question sur nos antennes. Ariane Da Silva revient dans cet élément sur quelques points. C'est un secteur clé du quotidien. Pas une journée sans Internet ou encore sans appel téléphonique. Au Bénin, depuis 2016, le gouvernement se donne les moyens de révolutionner ce secteur après le constat d'un déficit de couverture mobile et Internet. Et suite à cela, le gouvernement, par des réformes profondes, a incité les opérateurs de télécommunications à investir davantage dans l'extension des réseaux et dans la qualité de service. Le résultat est là aujourd'hui, tangible. Les populations béninoises sont couvertes en réseau mobile à plus de 90%, ce qui signifie que partout dans notre pays, presque partout, on peut capter le signal, on peut passer des appels, on peut utiliser les services mobiles et Internet, on peut utiliser le service mobile money pour payer, pour se faire payer en termes d'activité commerciale dans le cadre quotidien de ce que nous avons à faire en tant que population. Ce qui importe, c'est qu'on voit bien que notre pays, en termes de couverture, a fait un bond significatif. Et nous avons aussi fait un bond qualitatif en termes de technologie. Aujourd'hui, cette couverture dont on parle, c'est de la couverture 4G. Ça veut dire que nous avons aussi rattrapé notre retard technologique. Et aujourd'hui, avec la 5G, on a déjà des sites 5G au Bénin. Nous sommes encore plus en train de rattraper le retard parce que nous réduisons la durée entre l'apparition d'une technologie et son déploiement dans notre pays. Nous avons, au niveau du Bénin, choisi, le gouvernement a fait l'option de la fibre. Il faut d'abord reconnaître que c'est la meilleure option parce que la fibre représente aujourd'hui la meilleure et la dernière technologie en termes d'accès au haut débit, au très haut débit. À cela s'ajoutent les réformes pour améliorer les offres qui s'adaptent désormais aux contraintes budgétaires du consommateur. Vous voulez acheter pour une journée de données, vous pouvez. Pour une semaine, vous pouvez. Pour un mois, vous pouvez. Si je quitte la question des usages et de la politique des offres qui fait que tout le monde s'y retrouve, parlons maintenant des cantons. En 2015, 1 giga de données coûtait 4 000 francs CFA. Et avec les réformes que nous avons mises en place, les encadrements tarifaires, depuis, ce prix a été divisé par 4. Je crois qu'il est important de revenir aux principes qui permettent de comparer les pays, parce qu'on a souvent tendance à prendre, par exemple, une offre d'un pays voisin qui n'est pas comparable à une offre de notre pays et dire non, mais moi là-bas j'ai une offre à 100 francs, ici j'ai une offre à 200, donc c'est le double. Ce n'est pas la même chose. Les offres répondent à des dynamiques. Vous avez la durée, vous avez le volume de données, vous avez des offres qui sont plutôt des offres nuit par exemple. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments qu'il faut intégrer. En 8 années de gouvernance, l'exécutif a aussi dématérialisé les services publics. Plus de 200 e-services ont été mis en place pour permettre aux Béninois d'obtenir des documents administratifs en ligne.
Face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonoria Iladekan, a présenté le budget de son département ministériel pour la gestion 2025, un budget qui s'élève à 93 milliards de francs CFA. La ministre précise ici qu'il est prévu la réalisation de plusieurs projets au profit des universités publiques. Notre budget, tel que nous sommes venus le défendre devant les honorables députés, s'élève pour l'exercice 2025 à un montant de 93 milliards 713 millions 951 531 contre un montant de 81 milliards 476 millions 997 498 000 francs l'année dernière, avec une augmentation de 15,01%. Et en termes de montant, ça fait quand même plus de 12 milliards en plus. Cette hausse s'explique par le fait que nous avons engagé beaucoup de réformes. Ça fait quelques années que ces réformes ont été lancées. Nous avons à recruter très prochainement les assistants pour le compte des universités. C'est tellement attendu. Et ces assistants, une fois recrutés, évidemment, vont impacter d'une certaine façon la masse salariale. C'est pour cela que ce budget est revu à la hausse pour quelques pourcentages, mais l'autre pourcentage, c'est le cadre de vie qui est très important également. On ne peut pas travailler dans de mauvaises conditions pour avoir de bons résultats. Tout le cadre de travail dans les universités serait revisité. En matière d'infrastructure, en matière de mobilier, en matière d'équipement de laboratoire. Le secteur de la recherche a été toujours un volet et qui semble être alors négligé. Pour le compte de 2025, nous comptons relancer ce volet avec ce que vous avez entendu en Conseil des ministres, la création de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation qui va nous embarquer dans le nouveau visage de nos laboratoires, les chercheurs qui doivent travailler et comment nous finançons justement ce qu'ils font. Nous avons beaucoup de résultats qui méritent d'être valorisés. Et par rapport à cela, nous devons pouvoir prévoir des fonds pour pouvoir les soutenir. Si on a mis du temps, c'est parce que vous connaissez le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon, s'il n'y a pas une bonne visibilité dans comment sont organisées les interventions, on ne saurait y apporter ou y mettre de financement. Faisons un tour rapide dans la zone de Fidjo-7-Togbin pour constater l'évolution de l'asphaltage. La fin du calvaire est proche. Une dizaine de rues sont déjà bitumées sur les 134 prévus. Jérôme Humbo nous propose ici un point d'étape. Nous avons bénéficié de ce projet et nous sommes tellement contents que bientôt nous allons rouler sans avoir du sable ni de la poussière. Je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Et donc avec le temps, on a essayé de travailler de temps en temps, d'amener des gravats pour pouvoir passer, mais à chaque saison pluvieuse, c'est un calvaire qu'on vivait. Donc il faut passer dans l'eau. Si tu n'as pas un véhicule 4x4, c'est difficile pour toi d'accéder à ta maison. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le projet asphaltage est venu chez nous. Et ce qui a justement encore fait plaisir, c'est que de notre rue Diaco jusqu'à la rue de l'église, je crois que tout est asphalté. « 134 rues seront entièrement bitumées.
Donc il s'agit des rues bitumées. Il n'y a pas de rue pavée à l'intérieur. Donc les chaussées seront bitumées et les trottoirs seront pavés. Donc comme vous le constatez, il y a 3 rues qui sont terminées, donc c'est déjà entièrement terminé. Et la chaussée est bitumée. Les pavés également sont réalisés sur les trottoirs. Aujourd'hui, tel que vous le voyez, la structure, c'est de la GNT, que ce soit en couche de base ou en couche de fondation. Nous avons de la grave non traitée et qui vont recevoir très bientôt, courant le mois prochain, le revêtement qui est du béton bitumineux. No gbedosa do sisi jaha president kalo bena cheni nikuda zo nikudo tozo ali odo le dai nugo a ko gudu e do te bo mi no gbon me posi po bo si no gba mo mi no gbon si ti on de president wa e wa blotiti mi njon to nu fi so e wa blo mi be jacho mi nu ku me hu gbe kan gbe e na cheni dai yo mi ro fi o to enu gba mi ti ja e o Maintenant, c'est bien vraiment. Et quand on a eu même tous les temps, À la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, les femmes sont à l'honneur et c'est la semaine de l'entrepreneuriat féminin. L'initiative bénéficie du soutien de la GIZ à travers le projet Pro-PME. Gilles Dansou et Benol Djogbe, de retour de la cérémonie de lancement, nous en disent davantage. La semaine de l'entrepreneuriat, la CCI Bénin, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, innove. Elle met un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin. Encourager la jeune féminine à produire afin d'apporter une plus-value au tissu économique. La Chambre de commerce a bien constaté que 70% des femmes considèrent l'entrepreneuriat comme une opportunité. Et comme je l'ai dit, 46% d'entre elles considèrent également qu'entreprendre permet d'avoir une indépendance. Et c'est tout cet élément-là qui nous permet aujourd'hui de nous dire que si nous faisons un focus sur l'entrepreneuriat féminin, nous pouvons avoir des résultats probants pour le secteur privé. La GIZ, à travers le projet Pro-PME, vise à donner espoir aux femmes qui entreprennent. Pro-PME a déclenché une campagne visant à mettre en avant les réalisations des femmes entrepreneurs au Bénin, tout en inspirant d'autres femmes à embrasser l'entrepreneuriat, d'avoir confiance dans la capacité de faire avancer leur entreprise et à valoriser les contributions des femmes à l'économie. Nous lançons officiellement à travers l'initiative Entrepreneurs en Lumière portée par la Chambre cette campagne de Pro-PME pour célébrer et promouvoir les success stories des femmes entrepreneurs béninoises. La semaine de l'entrepreneuriat féminin, je trouve que c'est une opportunité, une aubaine pour faire valoir, faire briller et mettre de la lumière sur toutes les compétences féminines, tout ce que les femmes essaient de valoriser à travers leur savoir-faire au Bénin pour quand même redorer le blason de l'entrepreneuriat en général. Le Pro-PME, en nous associant à cette activité, nous demande en tant que réseau portant le plaidoyer d'aider les femmes à pouvoir mieux se renforcer et deuxièmement de porter leur voix par rapport aux problèmes qu'elles ont. Et généralement, ces difficultés tournent autour de l'organisation, la recherche des marchés, les financements. 3 jours pour découvrir le savoir-faire de ces femmes entrepreneurs. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA6 est en reddition de comptes. Elle a organisé une tournée de suivi des projets financés dans sa zone d'intervention. Occasion pour les membres de son conseil d'administration d'apprécier les différentes réalisations sur le terrain. Reportage. La transparence, clé d'une gestion inclusive et durable des ressources, était au cœur de la tournée de reddition de comptes organisée par l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 6.
En 2 jours, sans répit, les administrateurs de l'agence ont sillonné les territoires, rencontrant les acteurs locaux, les producteurs et transformateurs. C'est une mission qui est prévue par les tests et donc une fois annuellement, il faut faire voir nos réalisations par ceux-là même qui les autorisent en conseil d'administration. Donc c'est l'objet pour lequel nous sommes là. Point de départ de cette tournée, Pobet, dans la région du Plateau, terre de culture et de dynamisme agricole. Au centre de recherche agricole plantes pérennes, nous voici en face d'une 2e unité de germoire en construction. Avec ce nouveau germoire qui est en construction par l'ATDA du pôle 6, c'est des équipements de nouvelle génération donc, qui vont accélérer le travail à tous les niveaux et nous permettre d'avoir très rapidement des quantités suffisantes de graines germées à mettre à la disposition des pépiniéristes et qui vont produire les plants que les planteurs vont utiliser pour installer les plantations de palmiers à eux. Du CRAPP, cap sur le nouveau site du PEA Huile Rouge de Pobet, où va se stocker bientôt, dans de bonnes conditions, l'huile de palme au profit des transformateurs. De façon concrète, l'appui de l'ATDA permettra aux acteurs de faire beaucoup plus de profil. Parce que désormais, il n'y aura plus de perte d'huile. À chaque étape, les visites des projets ont permis d'ouvrir un espace d'échange avec les bénéficiaires directs. C'est vraiment utile dans ce sens où ça permet d'être actuel dans la production, ça permet aux producteurs de produire convenablement et pour nous livrer de la matière première dont nous avons besoin. De la modernisation des techniques agricoles à la construction d'infrastructures rurales, en passant par l'appui aux filières spécifiques, l'objectif était clair, s'assurer que les financements alloués se traduisent par des actions concrètes et durables. C'est grâce à cette agence que nous avons bénéficié pour la première fois d'équipements. Ils nous ont beaucoup donné. Nous avons récemment bénéficié d'un nouveau système d'irrigation qui nous soulage énormément. Dans les plantations et les champs, les producteurs ont partagé leurs témoignages, exposant leur réussite, mais aussi les défis persistants. Il y a tout un packaging d'accompagnement qui manque au secteur agro-industriel au Bénin, notamment le financement non adapté auquel on fait face. Autrefois, on arrosait avec les arrosoirs à main. Aujourd'hui, on a bénéficié de kits d'arrosage de l'ATDA. La tournée s'achève à Pomassé, après l'étape du Mono. Cette étape finale permet de dégager des perspectives pour l'amélioration des projets futurs. Bien entendu, nous sortons de la mission avec de nouvelles idées parce que nous avons pu voir ce qui est fait de bon, ce qui reste à faire et les insuffisances qu'il y a au niveau de ce qui est fait. Et sur ces insuffisances, il y a donc des orientations que nous devons donner pour permettre non seulement d'améliorer le travail, mais surtout de corriger ces insuffisances-là afin que les bénéficiaires soient satisfaits de l'accompagnement. La démarche, alliant transparence, suivi rigoureux et proximité, symbolise la vision de l'ATDA 6, à savoir bâtir un secteur agricole résilient où chaque projet financé contribue directement à l'émergence économique et sociale des territoires ruraux. Le dossier économie de ce lundi revient sur quelques enjeux liés à la transformation locale du coton, l'or blanc et l'industrie textile. C'est l'un des chantiers qui va booster la croissance économique du Bénin. La question est d'actualité à l'heure où le pays vient de lancer une nouvelle campagne de commercialisation. Encore 640 000 tonnes cette année. En 8 ans, le Bénin a plus que doublé sa production, avec notamment de meilleurs rendements et plus de revenus aux producteurs et pour l'État. Les détails avec Renaud Akapo et Heureuse Danonde. 166 kilos. À chaque campagne de commercialisation du coton, c'est la même euphorie.
Soka, paisible cité située dans la commune de Sinandé, n'a pas échappé à cette réalité. L'or blanc focalise ici toutes les attentions et les chiffres annoncés ont de quoi aiguiser les appétits. Il est attendu cette année au moins 194 milliards de francs CFA de revenus pour les producteurs. Une manne financière qui donne la mesure de l'importance de cette filière dans l'économie nationale. Le coton est la première culture d'exploitation du Bénin, en ce sens que cette culture-là contribue à 13% au PIB. Et en dehors de cela, près de 45% des actifs travaillent dans ce secteur-là. Le Bénin continue d'enregistrer des progrès substantiels dans ses récoltes d'or blanc dans un contexte sous-régional et régional marqué par la morosité. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, certains pays producteurs connaissent de sombres années pour le coton. L'effet conjugué de la crise russo-ukrainienne et les ravages causés par certains parasites donnent le tournis à ces potentiels producteurs. Mais le Bénin continue de consolider les acquis avec une plus-value substantielle pour son économie. Il faut dire qu'en 2015, la campagne 2015-2016, le Bénin a connu une production de coton de 269 222 tonnes. La toute première campagne du régime actuel, c'est-à-dire la campagne 2007-2017, la production a grimpé pour atteindre 451 124 tonnes, soit une augmentation de 59,67%. Cette augmentation a évolué en termes de tendance jusqu'en 2021 et on a abouti à une croissance de 121%. Parce que cette campagne-là a connu une production de 728 000 tonnes de coton, ce qui est un record pour cette campagne 2020-2021. Au bout de 8 années, le pays a plus que doublé sa production de coton et supplanté ses concurrents ouest-africains avec notamment de meilleurs rendements et plus de revenus pour les producteurs et pour l'État. Mais le chemin est encore long pour parvenir à l'embellie tant souhaitée. Tandis que les usines de grainage tournent à plein régime, l'industrie textile demeure la grande absente. Lancée en 2020 par l'État béninois, la zone industrielle de Glodigbe connaît un succès fulgurant. Mais à ce stade, elle ne transforme que 12% du coton produit à l'échelle nationale. Aujourd'hui, vous savez, le coton brut du Bénin rapporte en général entre 500 et 700 millions de dollars par an. En 2023, on a vendu à peu près pour 423 millions de dollars au Bangladesh, juste du coton fibre. Je crois qu'on était le 3e fournisseur du Bangladesh après les États-Unis et le Brésil. Alors, aujourd'hui, grâce à ce qui se passe dans cette zone, avec la transformation qui est en cours dans cette zone, si nous arrivons à transformer tout notre coton dans cette zone, c'est ce que nous nous sommes fixés comme objectif pour les 6 et 7 prochaines années à venir, nous allons pouvoir générer une valeur FOB de 6 milliards. Et la valeur marchande, c'est-à-dire vendue dans les boutiques, sera entre 12 et 14 milliards de dollars. Il reste à inscrire ces bons résultats dans la durée. Et pour les pouvoirs publics, il s'agit désormais de renforcer la dynamique. Les prouesses réalisées par la GDIZ ont déjà galvanisé les cotonculteurs. Ils sont plus que jamais déterminés à convoyer leur production vers le fleuron industriel du pays. Quand vous êtes à la maison sans voir ce qui se passe à l'extérieur, vous allez croire que nous, producteurs, on est en train de nous brimer. Mais quand je suis venue ici aujourd'hui, ça m'interpelle d'abord à sensibiliser les producteurs et productrices à ne pas brader leurs produits. Il y a déjà un dispositif sur place qui peut consommer nos produits. La transformation locale du coton Made in Benin, c'est tout l'enjeu de la nouvelle vision pour valoriser la fibre en vue d'apporter de la valeur ajoutée. Opter pour la transformation des matières premières locales avant leur exportation est toujours une politique gagnante. L'or blanc a encore de beaux jours devant lui au Bénin, mais à condition de créer encore plus d'unités de filature et de revitaliser les usines textiles.
Voyons à présent cette cérémonie de distinction honorifique de 12 personnalités africaines issues de 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Et c'est à la faveur de la journée dénommée CISA Event Marrakech 2024. C'était le samedi dernier. L'objectif est d'encourager les talents qui œuvrent au quotidien pour le rayonnement du continent. Gilles Dansou. Le CISA, Comité international de la solidarité africaine, une organisation internationale apolitique et à but non lucratif dont la mission est de redynamiser la cohésion sociale. Marrakech, nous sommes au Maroc, où les talents sont célébrés avec beaucoup de rigueur et d'objectivité. Ils sont faits docteurs honoris causa. Après un processus rigoureux de sélection, nous étions 22 ou 24 au départ et l'université a rejeté plusieurs dossiers et n'a retenu que 12. Cela veut dire que le travail qui a été fait par CISA est un travail rigoureux et que ce n'est pas de la complaisance. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, fait partie des récipiendaires. Il n'a pas pu effectuer le déplacement de Marrakech, exigence de calendrier oblige. Mais son dynamisme et son management sont reconnus. Le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, 3 pays identifiés pour le CISA 2024. CISA voudrait dire à la jeunesse africaine qu'il est bien possible de réussir sur notre continent. Parfois, nous avons tendance à penser que l'Eldorado n'est qu'ailleurs. Nous avons tendance à penser qu'on ne peut réussir qu'ailleurs. Et parfois, qu'est-ce que les jeunes font? Ils prennent le risque de vouloir traverser la Méditerranée et nous savons un peu quelles sont les conséquences lourdes. Il y en a qui laissent leur vie dans les eaux profondes. Les problèmes de la jeunesse et la problématique d'emploi des jeunes sont devenus ma nouvelle passion. Les fléaux sociaux, la drogue, la dépravation sur les réseaux sociaux, mais aussi l'entrepreneuriat et l'auto-emploi sont les nouveaux défis de la passionnée de jeunesse que je suis. CISA Events Marrakech 2024 crée une chaîne de valeur avec les modèles de réussite sur le continent dans une vision de solidarité pour mieux impacter les peuples. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.